Ok, donc bonsoir DG, bonsoir DG, bonsoir chers toutes, chers tous. Alors là, aujourd'hui, on va continuer le cours sur les méthodes d'optimisation, gestion des actifs. Euh, Hier, on avait en réalité parlé des notions spécifiques liées au rendement et aux volatilités Allô, docteur. La d'un voix, portefeuille. Oui, votre voix ne porte pas. oui, je pense que j'ai réglé ça aujourd'hui. Hein. Ok, Donc, il ne doit pas normalement avoir de problème. J'ai d'accord. vraiment réglé. Donc. Est-ce que vous me recevez proprement maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ne tardez pas quand même à me le rappeler si on entend ça ne passe pas, parce que j'ai fait l'effort quand même pour le dire. Mais cela n'empêche pas quand même qu'on essaye toujours d'améliorer ce qui est fait. Ok, donc hier, je disais qu'on avait parlé du rendement et de la volatilité d'un portefeuille. Bon, à la fin, on avait laissé un petit exercice. Je voudrais demander si d'abord, vous aviez pu lire le cours. Et au-delà de cela, est-ce qu'en temps, il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait? Ok, donc on va alors donc avancer. Je disais quand même qu'il y avait un exercice qu'on a laissé. Je vais ouvrir rapidement l'exercice à la dernière page. On va parcourir ça rapidement ensemble. Alors donc, on a considéré un portefeuille à deux actifs, IS1 et 1 moins. IS et 1 moins IS. Bon, IS1, IS2, et comme la somme donne 1, ça fait IS1 moins IS. De rendement respectif R1 et R2 et de volatilité respective sigma 1 et sigma 2. Et donc la corrélation entre les rendements donne moins 1. L'objectif, c'est de déterminer en réalité le portefeuille, autrement dit, euh, euh, la proportion qu'apporte l'actif numéro 1 si en réalité la volatilité du portefeuille sigma X devrait donner 0. Donc on va voir ça ensemble rapidement. Je vais donc ouvrir le. Alors donc, j'ai un portefeuille. J'ai un portefeuille. Dans un portefeuille, ici ça fait IS, 1 moins IS. Alors on avait vu que les rendements sont respectivement R1, R2. Et ici on a la volatilité, d'abord la variance du rendement. Je vais même mettre sigma X carré, ça dépend de X. Ça veut quoi? La formule, c'est somme sur I, somme sur J, XI fois la covariance entre RI et RJ. Ici, nous avons affaire à deux actifs. Donc, ça donne quoi? Ça fait X1 au carré, sigma 1, 1, plus X2 au carré, sigma 2, 2. Bien entendu, oui, voilà, ça c'est ça va carré, carré. Ici, je note la covariance. Bon, ici, j'allais mettre directement sigma 1. Au lieu de 1, 1, ça va sigma 1. Ça va sigma 1, 1. La covariance entre. Voilà. Maintenant, plus quoi? Plus 2, is 1, is 2. Ici, soit sigma 1, 2. Voilà. Alors, ça me donne quoi donc? Ça fait is1 ici, c'est is1, ça fait is. Donc, ça fait is carré, sigma 1, 1. Is2, c'est 1 moins is, ça fait 1 moins is. Sigma 2, 2. Plus 2, is1. Attention, là, je peux directement mettre, je peux remplacer les éléments parce que on a rho qui donne moins 1, donc la corrélation des deux donne moins 1. Le rho, c'est ça qui est en réalité défini. On peut définir le rho à partir
de sigma 1, sigma 2. Et donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous faisons là? Donc, je mets ici plus 2, ins, facteur de 1 moins ins. Et là, je mets toujours sigma 1, 2. Mais on sait que sigma 1, 2, ce n'est rien d'autre que la covariance entre R1 et R2. Et donc, ça, c'est égal à quoi? Ça fait sigma 1, sigma 2 fois la corrélation. Parce que n'oublions pas, la corrélation, c'est la covariance divisée par la corrélation. La corrélation, c'est la covariance divisée par le produit des écarts types, le produit des volatilités. Et donc, comme ρ donne moins 1, ceci nous donne quoi? Ceci nous donne moins sigma 1, sigma 2. Donc, tout ceci, ça fait quoi? Ça fait ins carré. Sigma 1, 1, ce n'est que sigma 1 au carré, parce que ça fait la covariance entre R1 et R1. Donc, plus 1 moins is. Ici, ça fait sigma 2 au carré. Alors là, ça nous fait moins 2 is, facteur de 1 moins is. L'autre donne 0. Donc, je remplace directement cette formule-là, sigma 1, 2. Et puis, ça nous donne ça. Voilà. Donc, le tout fois sigma 1, sigma 2. Et donc, lorsqu'on observe bien, ce n'est rien d'autre que j'ai la forme is sigma 1 moins 1 moins is sigma 2, le taux carré. Donc, si on regarde bien, c'est la forme A moins, c'est ça. Hein? Ici, il y a un carré qui manque, là, il y a un carré qui manque, voilà. Donc, ça fait is sigma 1 moins 1 moins is sigma 2, le taux carré. Alors, donc, nous avons une hypothèse. L'hypothèse, c'est que la variance donne 0, la volatilité donne 0, donc la variance donne 0. Alors, je vais dégager un peu le rho là. Et donc, ça nous permet d'avoir quoi donc? Je préfère dégager, voilà, comme ça. C'est largement suffisant. Alors, donc, ça nous permet de dire que sigma de is au carré, c'est quoi? Égal à 0, équivaut alors à, ça fait is sigma 1 moins is sigma 2 égale à 0. Et donc, ça nous permet de tirer is. Donc, ça nous donne quoi? Ça fait is facteur de sigma. Alors, je fais moins, ça fait plus. Ça fait plus sigma 2. Ça, hein, voilà. Égal à quoi? Égal à sigma 2. Et donc, je tire ins. Cela me permet de dire que ins est égal à combien? Ins, ça fait sigma 2 sur sigma 1 plus sigma 2. Et voilà la réponse. Donc, on peut bien avoir un portefeuille de risque nul. Il suffit juste de prendre comme proportion du premier actif le nombre sigma 2 sur sigma 1 plus sigma 2. Donc, voilà ce que nous pouvons dire très rapidement par rapport à cet exercice-là. Et donc, une fois cette proportion retrouvée, c'est que nous pouvons définir explicitement notre portefeuille. Notre portefeuille, alors, n'est rien d'autre que constitué de... Notre portefeuille n'est rien d'autre que... est constitué de sigma 2 sur sigma 1 plus sigma 2, comme pas apporté par l'actif numéro 1, et l'autre, ça fait 1 moins sigma 2 sur sigma 1 plus sigma 2, comme pas apporté par l'actif numéro 2. Donc, avec ce portefeuille-là, on a un risque qui, en réalité, est égal à 0. Voilà. Alors, là, on va donc avancer. Bonjour, c'est qui? Je suis en train de suivre. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler des portefeuilles optimaux et parler aussi de la frontière efficace. Bon, l'idéal serait quand même déjà aujourd'hui de chercher à déjà commencer par faire l'exercice. Parce qu'on a parlé déjà de la notion de rendement, la notion de volatilité. Donc, on va avancer un peu et prendre la première fiche de l'exercice et démarrer. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que nous allons attendre la fin. Au fur et à mesure, on va essayer d'avancer avec l'exercice en fonction déjà de la partie du cours
exécuter. Et donc, on va avancer un peu dans le cours et puis démarrer avec les exercices. Alors, donc là, on va parler de portefeuille efficient, frontière efficiente et parler du théorème des deux fonds. C'est ce que nous allons faire spécifiquement aujourd'hui. Et puis, voir aussi si on peut avancer un peu dans les exercices. Alors, donc pourquoi parlons-nous de portefeuille efficient? C'est-à-dire que lorsque nous avons un certain nombre d'actifs, il existe plusieurs manières pour un investisseur de savoir choisir comment combiner les actifs là afin d'espérer un rendement disons maximal et avec un risque raisonnable, un risque vraiment raisonnable. On ne va pas dire que le risque sera suffisamment petit. On verra quand même que plus le risque est élevé, mieux le rendement est. Et donc, dans quelle mesure on peut quand même maximiser vraiment le rendement lorsqu'on se donne un certain nombre de risques. Voilà. Alors, cela suppose que nous avons des portefeuilles qui, en réalité, peuvent ne pas, qui n'arrangent pas qui n'arrangent pas les investisseurs. C'est le problème fondamental. Des portefeuilles qui n'arrangent pas les investisseurs en ce sens que, pour un même risque, au lieu d'obtenir un rendement comme par exemple égal à 0,2, on peut chercher à obtenir un rendement égal à, disons, 0,3. Voilà. Parce que l'essentiel, lorsque le rendement est mieux, ça arrange généralement l'investisseur. Ça arrange l'investisseur. Et donc, comment faire pour déjà, à un risque fixé, chercher à obtenir en réalité un rendement meilleur? Donc, voilà ce que nous allons faire. Donc, il y a plusieurs portefeuilles parce qu'on avait dit hier qu'un portefeuille, ce n'est rien d'autre que constitué d'un certain nombre de parts d'actifs. Mais comment choisir ces parts pour optimiser le rendement? C'est ça le problème fondamental. Voilà. Donc, je prends par exemple des actifs, des immobiliers. Je prends par exemple des obligations. Comment choisir des parts? Comment combiner les actifs pour à la fin maximiser vraiment le rendement? Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, il y a une petite motivation qui montre l'intérêt du choix vraiment du portefeuille afin d'avoir un rendement meilleur. Donc là, nous prenons deux portefeuilles. Nous avons alors un portefeuille qui est constitué de portefeuilles qui sont constitués de N actifs. Donc, si je prends le portefeuille INS, nous avons N actifs. Donc, dans le portefeuille INS, n'oublions pas, ce sont les parts. En réalité, ça représente les proportions des actifs qui constituent le portefeuille. Et donc, ici, nous prenons INS. On a supposé là que c'est seulement l'actif numéro 1 qui, à 100%, intervient. Et les autres actifs n'interviennent pas. Voilà. Mais si nous prenons le portefeuille numéro 2, nous avons les actifs qui interviennent à proportion égale. 1 sur N, 1 sur N, 1 sur N. Voilà, jusqu'à N. Et donc, si nous prenons ces deux portefeuilles, nous allons voir en réalité quels sont les risques et les rendements de ces portefeuilles-là. Et quelles conclusions alors tirer? Comment est-ce que, par exemple, lorsque nous prenons ces deux portefeuilles, qu'est-ce qu'un investisseur devrait choisir pour quand même ne pas perdre? Et donc, on commence par désigner par RI, I allant de 1 à N, les rendements des actifs respectifs. Et nous prenons sigma I, les volatilités de ces actifs-là. Ici, nous supposons que les volatilités sont tous en réalité égales et donnent sigma. Alors, on a aussi supposé que les rendements ici sont suffisamment décorrélés. C'est-à-dire que la corrélation entre deux rendements d'indices différents, autrement dit, entre deux actifs différents, la corrélation là, elle est égale à 0. Alors, donc, on montre que le rendement de IS est égal à N. On a suffisamment développé ces calculs-là. Je pense quand même que tout le monde peut montrer que le rendement du premier portefeuille est égal à N. Et le rendement du deuxième portefeuille aussi est égal à N. Donc, vous voyez, nous avons voilà deux portefeuilles qui ont un même rendement. Mais quels sont les risques qu'apportent ces deux portefeuilles-là? Si nous prenons le premier portefeuille, son risque est égal à sigma carré, qui est fixe. Par contre, si nous prenons le deuxième portefeuille, son risque est égal à sigma carré divisé par n. Et donc, regardez bien, sigma carré divisé par n pour n strictement supérieur à 1,
sigma carré divisé par n est inférieur à sigma carré. Parce que 1 sur n est inférieur à 1, inférieur ou égal à 1. Et dans ce cas, on a tendance à quand même dire pour n strictement supérieur à 1 que le portefeuille numéro 2 est moins risqué. Moins risqué parce que sa volatilité est inférieure à la volatilité du portefeuille numéro, du premier portefeuille. Et donc, voilà par exemple deux portefeuilles qui ont un même rendement, mais dont l'un est moins risqué que l'autre. Voilà. Et donc, dans la suite, il y a alors un problème parce que regardez bien, lorsque je prends le premier, c'est le premier actif qui intervient à 100%, les autres donnent 0,0. Et lorsque je prends le deuxième, on a vraiment une diversification. Alors, on note une diversification. Vous voyez quand même que tous les actifs ont une part en réalité, une part non nulle dans le portefeuille. Voilà. Et donc, là, le portefeuille là, qui en réalité est plus diversifié que le premier, nous amène, nous garantit un risque qui en réalité est inférieur à celui du premier. Quand bien même que les deux portefeuilles ont le même rendement. Mais écoutez, je veux en réalité investir et j'ai deux portefeuilles. Les deux portefeuilles ont le même rendement. Mais je note qu'avec un des deux, je risque plus. Mais le mieux, c'est d'aller vers, en réalité, le portefeuille qui apporte le moins de risques. Parce que là, je vais risquer plus, mais je ne vais pas attendre un rendement meilleur. Mieux, j'allais dire. Je ne vais pas attendre un rendement mieux. Donc, le mieux, c'est de choisir le portefeuille qui, en réalité, apporte un risque suffisamment petit. Donc, voilà. Maintenant, d'avance, comment est-ce que l'investisseur peut, en réalité, définir les parts des actifs pour constituer son portefeuille? C'est ça la question. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'actifs. Et il y a un investisseur qui veut en réalité s'engager. Quelle est en réalité la part des actifs qu'il devrait quand même mettre dans son portefeuille pour attendre un rendement meilleur avec un risque fixé? Voilà. Il doit être sûr qu'avec ce risque-là, il n'existe pas un autre portefeuille qui apporte un rendement meilleur. Voilà vraiment la préoccupation. Donc, ça, c'est déjà une motivation. Plusieurs portefeuilles, même rendement, mais avec des risques différents. Et donc, dans la suite, nous allons régler ce problème-là. Comment est-ce qu'il faut choisir de façon alors optimale? Voilà. Et c'est ça ce qui amène les notions d'optimisation en gestion des actifs. Comment est-ce qu'il faut, de façon optimale, choisir ces proportions-là, ces parts des actifs dans son portefeuille afin de s'assurer que pour un risque fixe, il n'existe pas un autre portefeuille de rendement mieux que ce que l'on a choisi. C'est ça la vraie question. Et donc, la théorie de portefeuille efficient, donc le portefeuille, là maintenant, comme on a dit, c'est qu'on recherche un portefeuille optimal. Et là, on va parler d'efficience directement. On verra pourquoi, en réalité, ça c'est dit que c'est un portefeuille qui va nous apporter un rendement, un meilleur rendement, un rendement maximal lorsqu'on se donne un certain risque. Voilà. Et de la même manière, lorsqu'on va se donner un certain rendement, on aura une volatilité, un risque minimal, ce qu'on nous allons appeler le portefeuille efficient. Et c'est une notion qui est développée par Harry Markowitz en 1954 et ça permet de maximiser les rendements pour un niveau de risque assez faible, aussi faible que possible. Bon, il y a d'autres quand même qui ont travaillé sur cette notion-là et ces notions aussi permettent toujours de déterminer des portefeuilles vraiment optimaux. Donc, c'est vraiment ça. Il y a aussi Sharpe, on verra aussi le portefeuille de Sharpe, comment est-ce que Sharpe a constitué son portefeuille. On verra ça aussi plus tard. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur le portefeuille de Harry, qui quand même est constitué de proportions d'actifs nous permettant d'avoir un rendement maximal lorsqu'on se donne un certain risque, ou soit cela nous permet d'avoir un risque minimal lorsqu'on se donne un certain rendement comme objectif à atteindre. Voilà. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que lorsque vous avez un investisseur qui veut en réalité constituer son portefeuille, il couvre vraiment des risques. Dans l'objectif, c'est comment faire pour minimiser vraiment ces risques-là.
pas forcément minimiser, mais pour être sûr qu'en risquant même gros, bon, il pourra s'attendre, s'il est plus courageux, en risquant gros, il pourra s'attendre quand même à un rendement meilleur. Donc, on l'a déjà dit. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de portefeuille efficient, on dira qu'un portefeuille est efficient si l'une des conditions suivantes est satisfaite. On l'a déjà dit, hein, pour un niveau de risque donné, il n'existe pas de portefeuille comportant moins de risques que le portefeuille efficient. C'est-à-dire que lorsque je me fixe un niveau de risque donné, il n'existe pas un portefeuille moins risqué que le portefeuille efficient. C'est-à-dire que un portefeuille ayant une volatilité inférieure à celle du portefeuille efficient. Alors, je pense qu'il y a... bon, cette version-là, je pense que ce n'est pas bien. C'est pas bien cette formulation-là que j'ai donnée. C'est-à-dire pour un niveau de risque donné, il n'existe pas de portefeuille comportant moins de risques que le portefeuille. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire que lorsque je prends le portefeuille efficient, lorsque je prends déjà le portefeuille efficient, c'est ce portefeuille-là qui est en réalité appelé lorsque je me fixe le risque, c'est ce portefeuille-là qui, en réalité, offre le meilleur rendement. C'est vrai, la formulation, apparemment, il y a un micro qui est ouvert et qui, bon, gêne un peu. Je ne sais pas si le DG peut essayer de voir ce qui ne va pas parce que là, ça sonne un peu mal. Je ne sais pas si c'est peut-être à mon niveau seul que je constate cela. OK, merci beaucoup. Donc, pour un niveau de risque donné, il n'existe pas un portefeuille offrant un meilleur rendement que le portefeuille efficient. Donc, ça, c'est clair. Lorsque je me fixe le risque et je dis que ça, c'est un portefeuille efficient, je ne vais pas trouver un autre portefeuille dont le rendement est meilleur, en fait, pas en dehors du portefeuille efficient. Donc, c'est ça vraiment la formulation. Et donc, je pense qu'il y a un petit i qui s'y a corrigé. C'est-à-dire que dans la première formulation, c'est le niveau de rendement, en fait. C'est-à-dire, pour la première formulation, pour un niveau de rendement donné, il n'existe pas un portefeuille comportant moins de risques. C'est ça, en fait. Donc, ça, il y a une répétition. Regardez bien là où le curseur, pour un niveau de risque donné. En bas aussi, j'ai écrit pour un niveau de risque donné. Donc, c'est ici le problème, en fait. C'est-à-dire que là, c'est pour un niveau de rendement donné. Je ne vais pas trouver un autre portefeuille comportant moins de risques que le portefeuille efficient. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour dire qu'on optimise en réalité le risque en minimisant ce dernier. Et lorsque je me fixe un niveau de risque donné, c'est qu'il n'existe pas n'existe pas un autre portefeuille qui offre un meilleur rendement que le portefeuille efficient. Donc là, il y a deux choses, moyenne variance, moyenne volatilité. À un moment donné, j'ai en réalité une moyenne très forte pour une volatilité très, très faible. Et par contre, je peux avoir une moyenne faible, pas une moyenne faible, une volatilité très faible pour une moyenne très, très forte. Donc, voilà un peu. Donc, ça veut dire que dans le premier cas, je cherche à maximiser la moyenne en minimisant la volatilité. Et dans le deuxième cas, je cherche à minimiser la volatilité en réalité lorsque je me donne une certaine moyenne, lorsque je me donne un certain, en réalité, rendement. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un portefeuille efficient. Lorsque je me donne un risque, je ne prends pas un investisseur qui veut en réalité investir dans, disons, un certain nombre d'actifs. Il veut investir dans un certain nombre d'actifs, disons, risqués. Et donc, l'objectif, c'est de voir en réalité, lorsqu'il se donne un risque, comment est-ce qu'il va faire pour avoir le rendement maximal. Pour avoir un rendement maximal, il doit faire recours à un portefeuille efficient. Voilà. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on constitue en réalité la frontière efficiente. Alors, donc, de façon formelle, un portefeuille efficient est un portefeuille d'actifs financiers permettant d'optimiser le couple rentabilité-volatilité grâce à une diversification judicieuse. Voilà. On a vu par exemple dans l'exemple de la motivation qu'on a au total un actif et dans le premier portefeuille, il y a juste le premier actif qui est utilisé à 100% et les autres sont utilisés à part égale. Et donc, vous voyez quand même que l'actif qui est
qui utilise une part égale apporte en réalité une volatilité suffisamment faible. Voilà. Donc, il faut une diversification pour risquer moins. On verra quand même que plus vous diversifiez votre portefeuille, plus vous risquez moins. On verra ça. Donc, voilà, bon, on ne va pas perdre de temps. Portefeuille optimal, donc c'est le portefeuille qui permet de maximiser la rentabilité à un certain risque fixé ou de minimiser le risque à un certain rendement donné. Voilà. Et voilà. Mais on note quand même plusieurs portefeuilles efficients. C'est clair parce que, on voit un peu ce qu'on vient de se dire là. Lorsque je me fixe le risque, lorsque je me fixe un risque, j'ai en réalité un rendement maximal. Ça veut dire quoi? Chaque fois que je me fixe le risque, j'aurai un rendement. Chaque fois que je me fixe le risque, j'aurai un rendement. On verra quand même que plus le risque est élevé, plus le rendement est. On le verra tout à l'heure. Ça veut dire quoi? On peut avoir alors on a plusieurs portefeuilles efficients. Et de la même manière, si vous fixez le rendement, c'est que vous avez un risque qui est lié à ça, minimal, ainsi de suite. Donc, on a plusieurs portefeuilles efficients. Et donc, le choix dépend en réalité maintenant de l'investisseur. Si l'investisseur aime risquer gros, ok, il peut s'aventurer pour quand même choisir un portefeuille efficient dont le risque est vraiment très élevé. De toutes les façons, lorsque le risque est élevé, le rendement sera aussi vraiment élevé. Donc, le tout dépendra en réalité de comment est-ce que l'investisseur souhaiterait vraiment monter la part des actifs. Alors donc, nous avons alors une courbe représentant l'ensemble des portefeuilles optimaux. Et cette courbe-là est ça qui est appelée frontière efficiente. Donc, la frontière efficiente, en réalité, c'est un ensemble de points volatilité-rendement. Ensemble de points volatilité-rendement. Et lorsque je fixe la volatilité, le rendement correspondant est alors celui qui, en réalité, est maximal. Est maximal lorsqu'on se donne la volatilité, là, lorsqu'on fixe la volatilité, lorsqu'on fixe le risque en question. Et donc, l'ensemble de ces points-là forme ce qu'on appelle la frontière efficiente. Donc, pour construire la frontière efficiente, il est nécessaire de calculer la totalité des combinaisons possibles entre les différentes classes d'actifs et de ne garder que les combinaisons optimales. Bon, on verra en réalité clairement comment elles sont conçues la frontière efficiente. Je pense qu'on peut faire un exemple aussi tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'on l'obtient. C'est vraiment important. Lorsque vous avez les actifs, où est-ce que l'investisseur peut choisir en réalité son portefeuille avec un certain nombre de risques donnés pour attendre un rendement donné et être sûr qu'il n'existe pas un autre portefeuille de même risque qui, en réalité, possède un rendement mieux que ce qu'il se donne. Donc, c'est vraiment ça la question. Donc, ces combinaisons optimales sont celles qui, pour un écart type donné, fournissent le meilleur rendement attendu supérieur. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour parler de la frontière efficiente. Lorsque vous avez des actifs, quelles sont les combinaisons nécessaires pour pouvoir, en réalité, attendre un meilleur rendement lorsque vous fixez un risque? Donc, tout ça, ça veut dire toujours la même chose. Alors, ici, nous prenons le cas où nous avons un portefeuille à deux actifs. On prend un portefeuille à deux actifs. Et l'objectif ici, c'est de voir en réalité ce que représente la frontière efficiente lorsque nous avons deux actifs. Et la construction de la fonction efficiente peut se faire en exprimant la volatilité du portefeuille en fonction de son rendement. Comme suit. En fait, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'on va rapidement aller sur le tableau pour j'explique au mieux tout ça. Je vais nettoyer le tableau. Attention. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? On va formaliser le problème ici. Alors, on prend un portefeuille. Je prends un portefeuille. Voilà. Je prends un portefeuille à deux actifs. Donc, j'ai A1, A2. Alors, le rendement ici, c'est R1, R2.
Et volatilité, c'est sigma 1, sigma 1, sigma 2. Bon, on va prendre aussi on va prendre la covariance. Mais on va prendre la covariance. Donc, je vais noter ici sigma 1, sigma 1, 2, juste la covariance. Égale la covariance de R1, R2. Voilà. Donc, je me donne ça. OK? Alors, donc, on avait déjà vu quand même que lorsque je considère maintenant le portefeuille, là, en réalité, ça fait IS 1 moins IS. C'est ça le portefeuille. Là, j'ai des actifs. Et donc la part dans mon portefeuille du premier actif, c'est ça qui est INS, et l'autre donne 1 moins INS parce que la somme doit donner 1. Alors, on a vu déjà la formule de la volatilité. La formule de la volatilité du portefeuille, je note ça sigma INS carré. On a vu que ça fait INS carré, sigma 1 carré, plus 1 moins INS, sigma 2 carré, plus 2, INS 1 moins INS, sigma 1, 2. Ça, c'est la formule de la variance du portefeuille, IS 1 moins IS. Et donc, c'est pas 1 moins X carré, sigma 2 carré. Il n'y a pas de carré. C'est bien, il y a bien carré. Il y a bien carré, merci beaucoup. C'est IS 2 fois IS 2, c'est bien ça. Alors, donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous voulons la frontière efficiente? C'est-à-dire que lorsqu'on se donne un rendement R, lorsque R est donné, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher IS. Nous allons chercher IS tel que le IS fournit, le IS minimise sigma IS carré. Sigma IS carré, mais sous quelle contrainte? La contrainte ici, c'est que nous avons le rendement, nous avons la somme des INSI qui donne 1, autrement dit INS 1 plus INS 2. Nous avons INS 1 plus INS 2 qui donne 1, ça c'est la première contrainte. Et l'autre contrainte, nous avons quoi? Nous avons la moyenne qui donne R. Parce que pour un rendement donné, le risque doit être minimal. Donc nous avons en réalité INS fois R1 plus 1 moins INS que multiplie R2, ça doit nous donner R. Donc voilà le problème d'optimisation qui se pose. Ça veut dire quoi? Lorsque je me donne un R, je dois pouvoir déterminer le sigma INS correspondant. Autrement dit, d'abord, je dois déterminer le portefeuille. Je dois déterminer d'abord INS, donc je connais le portefeuille. Et lorsque je connais INS, je peux aussi déterminer maintenant, je peux déterminer la volatilité. Et ça va me permettre à la fin de construire chaque fois le couple sigma R. Donc, pour un R fixé, j'aurai un sigma. Pour le R fixé, j'aurai sigma, ainsi de suite. Voilà le principe. Et donc, lorsque nous prenons ce problème-là, lorsque je prends l'équation numéro 2, on va d'office que IS est égal à quoi? En fonction de R. On a IS qui donne quoi? IS, ça fait R moins R2 divisé par quoi? Divisé par, ça fait R1 moins R2. Voilà. Parce qu'il suffit juste de développer ça, de développer cette partie-là, de factoriser par INS, et puis voilà, ça va donner directement INS moins R2 sur R1 moins R2. Donc, je remplace cette valeur de INS-là dans la formule de la variance. Et lorsqu'on remplace, regardez bien, ça donne ceci. Donc, sigma INS carré nous donne quoi? Ça nous donne R moins R2 sur R1 moins R2 au carré, sigma 1 au carré, plus, alors si je fais ceci moins 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner R1 moins R sur R1 moins R2 au carré, sigma 2 carré, plus maintenant 2 facteurs de R moins R2 sur R moins, sur R1 moins R2, facteur de R1 moins R sur R1 moins R2, le tout que multiplie sigma 1, 2.
Et donc, ceci, on peut l'écrire. Regardez bien ceci là. Hein, ça sera une fonction de R carré. On aura une fonction polynomiale en R dot 2, de degré 2. Et donc, le tout peut être écrit sous la forme de AR carré plus BR plus C. A, B et C sont en réalité des éléments qui dépendent de quoi? Qui sont des fonctions de R1, R2, sigma 1, sigma 2, sigma 1, 2. Et donc, en gros, vous avez l'ensemble des valeurs possibles de sigma lorsqu'on se donne R, qui nous donne quoi? Voilà. Ça, c'est sous la forme de sigma carré égale à 1 à R carré plus B, R plus C. Donc, voilà la forme générale. Lorsque vous donnez un R, voilà la forme de sigma. Et donc, voilà. Et cela représente la frontière, c'est-à-dire les éléments pour un risque, pour un rendement donné, les éléments qui apportent hein, un portefeuille de variance minimale. La variance correspondante, c'est la variance minimale. Et donc, c'est ça que nous allons développer ici. Là, c'est pour deux actifs. Voilà. Donc, ce sont les mêmes calculs qui sont effectués là. Vous allez voir que la forme générale, c'est bien ça. C'est A carré plus BA plus C. Et donc, la frontière efficiente est sous cette forme-là. Okay? On a bien manipulé les contraintes pour avoir en réalité le minimum. Ça, c'est la variance minimale. Vraiment la variance minimale. Et le índice correspondant représente en réalité le índice pour lequel le minimum est atteint. Okay? Donc, c'est l'équation d'une hyperbole dans le repère volatilité-rendement. C'est-à-dire que là, on va construire les points sigma R, sigma R, sigma R, ainsi de suite. On verra quand même pour certaines considérations lorsque vous avez R, vous pouvez avoir sigma, et puis définir maintenant la frontière. Bon, on verra de façon aussi pratique avec Excel comment on peut construire cette frontière-là. On verra, je pense, aujourd'hui ou soit au plus tard le vendredi, de toute façon, cette semaine. On verra ça. Comment est-ce qu'on peut construire. Avec, c'est la même technique. Il faut chaque fois maximiser, il faut chaque fois optimiser. Lorsqu'on se donne un rendement, il faut optimiser, ainsi de suite. Et puis là, ça permet d'avoir en réalité la frontière efficiente. Donc, ça a une forme comme ça. La frontière efficiente a une forme comme ça. Et voilà, c'est la courbe là, la courbe qui passe par les points A, B, C, D, E. C'est ça la courbe de la frontière efficiente. Et bon, on peut interpréter un peu cette courbe-là rapidement. Déjà, il faut constater que sur l'as des abscisses, nous avons le risque. Nous avons le risque sur l'as des abscisses. Et en ordonnée, nous avons un rendement des différents portefeuilles. Et donc, à un rendement donné, j'ai un certain nombre de risques. Lorsque je me fixe le rendement, je peux avoir, disons, deux risques. Il y a un risque apporté par un rendement supérieur et un risque apporté par un rendement inférieur. Je prends par exemple le point B et le point C. Vous allez constater que ces deux points-là ont un même risque, mais des rendements différents. Voilà. Ces deux points ont un même risque, mais des rendements différents. Mais par contre, oui, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas bien parce que lorsque je fixe le rendement, j'ai en réalité un seul risque. Lorsque je me fixe un rendement, j'ai un seul risque correspondant. C'est-à-dire je parle de l'antécédent dans ce cas-là. Voilà. Lorsque je me fixe le rendement, j'ai un seul risque. Mais par contre, lorsque je me fixe un rendement, lorsque je me fixe un risque, je répète, lorsque je fixe un risque, j'ai deux rendements. C'est l'exemple des points B et C. Vous voyez, le portefeuille B a un même risque que le portefeuille C. Mais les deux n'ont pas le même rendement. Et donc, déjà, c'est vrai que c'est la frontière efficiente, c'est ça qui est appelé frontière efficiente, parce que tous les portefeuilles qui sont sur ça sont des portefeuilles en réalité qui sont pas un risque minimal, et lorsque le risque est fixe, on a un rendement maximal. Mais vous allez voir que la partie inférieure là ne permet pas vraiment d'avoir un portefeuille efficient.
Pourquoi? Parce que lorsque je me mets par exemple au point E, lorsque je me mets au point E, lorsque je me mets au point E, je trace la droite verticale parallèlement à l'axe des ordonnées qu'est l'axe des rendements. Je vais voir quand même que ce point E coupe toujours la courbe, la frontière efficiente sur la partie supérieure, juste un peu avant D. Et ce point-là, c'est un point qui, en réalité, constitue un portefeuille optimal. Et le rendement de ce portefeuille-là est mieux que le rendement du portefeuille E. Donc, à un même risque, on met la main sur deux portefeuilles dont le rendement de l'un est mieux que le rendement de l'autre est mieux que le rendement de E. D'office, c'est le portefeuille, en réalité, de la partie supérieure qui emporte sur le portefeuille E. Parce que pour le même risque, je ne vais pas trouver une situation qui m'amène un rendement supérieur et laisser pour prendre maintenant un portefeuille dont le rendement est inférieur. Donc voilà, raison pour laquelle la partie de la courbe de A jusqu'à E n'est pas en réalité considérée comme... Bon, le A, on va voir quand même que le A, ça apporte un portefeuille de variance minimale. Donc, pour un investisseur qui ne veut pas trop, en réalité, risquer, choisir le portefeuille A. Voilà. Il choisit directement le portefeuille A et ça lui permet de ne pas encourir trop de risques. Par contre, regardez par exemple D, le portefeuille D. Le portefeuille D encourt plus de risques que le portefeuille A. Mais il ne va plus sourire parce que le rendement est mieux. Tout à l'heure, je disais que ça dépend en réalité de ce que, si l'investisseur n'est pas suffisamment courageux, il n'est pas suffisamment dynamique, il ne pourra pas en réalité investir dans le portefeuille D. Il va peut-être choisir le portefeuille A. Ouais, là, c'est le risque minimal, mais vous voyez quand même qu'il a un rendement aussi suffisamment faible. Voilà. Par contre, lorsqu'il prend B, le rendement de B est mieux que le rendement de A, mais le risque est supérieur. Et on peut aussi constater que si nous considérons la frontière efficiente, la partie supérieure de la frontière efficiente, si on dit partie supérieure, c'est de A jusqu'à D, on note quand même que plus le risque est élevé, c'est-à-dire lorsque le risque est élevé, le rendement aussi est élevé. Voilà, c'est vraiment important de le savoir. Maintenant, regardez bien, il y a aussi des portefeuilles qui tombent au milieu. Je prends par exemple ouais, il y a là où le curseur. Je prends par exemple ce portefeuille-ci. Ce portefeuille-là n'est pas sur la frontière efficiente. Mais on peut en réalité diversifier. Il y a un certain nombre de portefeuilles. On peut chercher à les diversifier afin d'obtenir en réalité un portefeuille efficient. On verra ça, il y a une coupe devant qui explique comment est-ce que ça se fait. Donc déjà, voilà la partie Monsieur, s'il vous plaît. de la frontière. Oui. Je ne comprends pas bien quand vous dites que le point A est optimal parce que je vois que le risque, quand on est au niveau du point E, le risque que l'investisseur court est moindre par rapport au point A. C'est juste que le rendement est beaucoup plus faible au point E. Donc, je ne comprends pas bien pourquoi vous dites que le point A là, est optimal en fait. Bon, vous avez de comparer ça par rapport au point E, c'est ça? Oui, au point E. Le point E et puis A. Oui, en fait, d'office, le point E, ce qui est grave, c'est quoi? Regardez bien le risque du point E. Regardez bien, je suis en train de passer le curseur. Le risque est là. Vous voyez bien le curseur. Ok, j'irai sur le tableau. Monsieur, c'est bon. C'est bon. Si On peut aller. l'investisseur est riscophile, il peut toutefois décider d'investir dans le portefeuille D, non? Non, même là, D est plus risqué que E. Attendez, je vais au Oui. tableau, hein, c'est mieux. Ok, je vous laisse. Vous voulez dire quelque chose? Oui, allons-y. Oui, je voulais juste dire que si l'investisseur est riscophile, il va décider d'investir au point D parce que le point D, c'est vrai que au point D, c'est plus risqué, mais le rendement est meilleur par rapport au point E et par rapport au point A, en fait.
Oui, je suis d'accord. Lorsque je prends cette frontière, on quand même qu'en D, le rendement est mieux, le risque est élevé. Mais je prends le point E pour mieux expliquer ce que j'en ai dit là, pour que vous puissiez comprendre la pertinence de ce que je dis au fait. Je vais prendre le point E. D'accord, monsieur. Je vais nettoyer le tableau. Alors, regardez bien. Je prends la frontière. OK. Je pense que... Voilà. Je prends la frontière. Et là, ici, j'ai le point A. Bon, normalement, ça doit être un peu plus... Ça va former un peu plus de trucs que ça, mais c'est pas grave. Ici, j'ai B. Là, j'ai D. Et là, j'ai C. Et là, j'ai E. Là, c'est risque. Et là, c'est quoi? C'est le rendement. Ça, c'est le rendement. Alors, je prends le portefeuille E. Je prends le portefeuille E. Regardez bien le risque du portefeuille E. Le risque est là. Je vais mettre ici sigma E. Regardez, son rendement est là. OK? Je vais mettre ici RE. Alors, on a dit que tous les portefeuilles qui sont sur la frontière efficiente sont des portefeuilles efficients. Mais n'oubliez pas, un portefeuille efficient, lorsque à un risque fixé, il n'existe pas un autre portefeuille de rendement supérieur à ce dernier. Je reprends. Un portefeuille efficient, lorsque à un risque fixé, il n'existe pas un autre portefeuille de rendement meilleur que le portefeuille efficient. Et là, on verra que le point E, le portefeuille E n'est pas un portefeuille efficient. Regardez bien. Je vais faire ceci. Je conserve le risque. Je fais comme ça. Voilà. Je tombe toujours sur la courbe efficiente en ce point-là. Et regardez bien le rendement de ce portefeuille-là. Je vais noter ce portefeuille-là, quoi, par exemple, disons F. Ici, j'ai RF. F et E ont le même risque. C'est-à-dire les deux portefeuilles-là ont le même risque. Mais le rendement de F est supérieur au rendement de E. D'office, E ne peut pas être un portefeuille efficient. Parce qu'il existe un autre portefeuille de rendement meilleur que lui. Et donc, ce raisonnement-là est favorable pour toute cette partie, au fait. Portefeuille-là, vous allez voir quand même que le portefeuille-là n'est pas un portefeuille efficient. En gros, par contre, si vous avez un investisseur qui vraiment est dynamique et qui veut prendre beaucoup de risques, parce que lorsqu'il prend beaucoup de risques, il va plus gagner, il peut courir vers le portefeuille D. Parce que le portefeuille D, le risque est suffisamment élevé par rapport aux autres, et au même moment, le rendement est mieux. Mais le portefeuille A, c'est pour un investisseur qui n'aime pas trop courir des risques. Il prend un risque, le risque minimal, ou un rendement aussi minimal. Mais le portefeuille en B, l'investisseur dit, OK, bon, moi, je vais risquer un peu, hein, et il prend le B. Il ne veut pas aller totalement en D. Il prend le B, et puis, bon, voilà. Essaie de voir à la fin ce que ça peut donner. Et donc, lorsque vous avez des actifs, lorsque je prends par exemple des obligations, je prends des obligations, lorsque j'ai les obligations, généralement, c'est des trucs qui sont des actifs qui sont en réalité risqués. J'ai un rendement qui est lié à l'obligation. Et j'ai, en réalité, compte tenu de la situation sur le marché, j'ai un certain risque lié à l'obligation. Je prends aussi un autre actif, par exemple, qui est dans le secteur de l'immobilier. J'ai un risque et j'ai aussi un rendement lié à cela.
Et donc, l'objectif, c'est de voir, lorsque je prends par exemple ces deux actifs-là, l'obligation et l'immobilier, comment est-ce que je peux, de façon optimale, quelles sont les parts de ces actifs-là que je peux, bien, je prends une action. Quelles sont les parts, hein, par exemple, quelle est la proportion de l'action? Quelle est la proportion de l'immobilier en question? Comment est-ce que je choisis les proportions pour à la fin m'attendre à un rendement meilleur? Est-ce que je vais choisir par exemple 30% et en réalité 70%, 30% de l'action et 70% par exemple de l'obligation? Est-ce que je vais choisir 40% de l'action et choisir 60% de l'obligation? Est-ce que je vais choisir? Ouais, c'est un casse-tête pour en réalité les investisseurs. Quelles sont les proportions qu'il faut choisir? Sachant bien déjà que plus je diversifie mon portefeuille, moins je risque. Alors, on va avancer. Et donc, déjà, c'est que on va voir quand même que en D, comme on l'a dit, il risque mieux, mais il risque gros, mais le rendement est meilleur. Et voilà. Ça veut dire quoi? Regardez bien, si par exemple vous avez des portefeuilles qui tombent sur la partie totalement supérieure de la courbe efficiente, hein, de la frontière efficiente, c'est généralement des portefeuilles qui ne sont pas réalisables. Parce que le rendement maximal que nous pouvons obtenir là, le rendement maximal est apporté par, en réalité, des portefeuilles qui appartiennent à la frontière efficiente. Si par exemple, vous avez un portefeuille, vous pouvez choisir un portefeuille qui va tomber là. Autrement, vous pouvez choisir un portefeuille ici dont le risque serait égal à ça et le rendement va donner ceci. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Donc là, c'est des trucs qui ne sont pas réalisables. Le rendement maximal attendu appartient en réalité à la frontière efficiente. Mieux, on verra que lorsque ça tombe ici, on peut essayer de diversifier pour trouver quand même un portefeuille efficient. On verra ça quand même dans les pages suivantes. Bon, tout ça, c'est des interprétations. Je pense qu'on a déjà donné tout ça. On a donné les interprétations. Donc, voilà aussi un autre cas d'école. Regardez, par exemple, je prends le portefeuille A. Lorsque je prends le portefeuille A, à un même risque, lorsque je fixe le risque, regardez bien, lorsque je dis risque là, je fais la projection sur l'as de la volatilité. Le risque est là. Lorsque je me donne ce risque, je peux trouver un autre portefeuille mieux que le portefeuille actuel, le portefeuille de départ qui est A. C'est le portefeuille, par exemple, C, qui apporte un rendement meilleur lorsque je fixe ce risque-là. Mais je peux chercher à diminuer mon risque. Je peux chercher à diminuer le risque. Et par conséquent, avoir le même rendement. En fait, ça, c'est vraiment intéressant. Regardez bien le A et le B. Lorsque ça tombe sur la frontière efficiente, cela voudra dire que, en réalité, ce portefeuille-là est constitué des parts des actifs, mais qui apportent de façon optimale un rendement et puis une volatilité. Et donc, ça veut dire quoi? Lorsque je prends A et B, ces deux ont le même rendement, mais je risque moins en B. C'est mieux de chercher à avoir B. Donc, lorsque j'ai un portefeuille, je connais le rendement, je peux dire, est-ce que je ne peux pas trouver, lorsque je connais le rendement et le risque, je peux me demander, est-ce que je ne peux pas trouver un autre portefeuille de rendement meilleur à ce même risque fixé? Si oui, je vais essayer de voir comment diversifier mon portefeuille pour aller vers cela. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Lorsque vous n'avez pas un portefeuille efficient, comment faire pour arriver à un portefeuille efficient? Vous pouvez chercher à risquer gros, vous pouvez chercher à risquer moins. Risquer gros pour augmenter, en réalité, non, pas risquer gros, mais conserver le risque pour augmenter votre rendement. Conserver le risque pour augmenter votre rendement ou conserver le rendement pour diminuer votre risque. Si je conserver le rendement, c'est que je vais en B. Je diminue le risque. Mais je peux conserver le risque et augmenter le rendement. Là, je suis en C. Voilà. Là, je suis à 8,5%. Là, je suis à 11%, 6%, ainsi de suite.
Donc, il y a eu deux façons pour un investisseur d'optimiser le portefeuille A. Donc, ça, c'est l'interprétation. Soit il cherche à fixer le risque pour en réalité augmenter le rendement, soit il cherche à maintenir le rendement pour diminuer le risque. Voilà. Là, l'exemple que nous avions donné tout à l'heure, l'exemple d'optimisation que nous avions donné tout à l'heure, c'est le cas où nous avons juste un portefeuille à des actifs. Les opérations sont manipulables et puis ça passe bien. Mais ici, nous prenons un portefeuille dans lequel nous avons un actif, hein, N est un entier naturel, supérieur ou égal à 1. Et nous avons les rendements, hein, de ces actifs-là qui sont respectivement R1, R2 jusqu'à Rn. Et les coefficients de corrélation sont bon, ici, je n'allais pas dire corrélation, mais c'est plutôt, si je dis corrélation, la formule que j'ai donnée ici là n'est pas correcte. Par exemple, c'est les coefficients de corrélation, je dois me dire ceci la part, en réalité, les écarts types. Alors là, ce que je suis en train de prendre, c'est directement le coefficient pas le coefficient, mais la covariance entre les rendements. Mais on peut toujours mettre les sigma I, sigma J à ce niveau-là. Et donc, la contrainte est claire. Je vais avoir un rendement au moins égal à R. Ça, regardez bien, ça, c'est la formule du rendement. Ça, c'est la formule du rendement du portefeuille Nielsen. Et ici, je vais avoir un rendement au moins égal à R. Là, un peu. Et là, la somme des éléments va me donner 1. Bon, ce problème d'optimisation de façon classique, mathématique, on peut le faire, mais je pense quand même que pour tout le temps, c'est généralement avec le solver que ce sera résolu. On ne va pas se lancer dans les techniques d'optimisation et ne pas toucher de façon professionnelle, hein, ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est le problème d'optimisation. Et déjà, je peux expliquer ce problème, même si nous ne voulons pas de façon mathématique, hein, commencer par définir ici le Lagrangien et calculer des dérivés, tout ça, et puis commencer par faire les maths de façon pure et dure. On peut expliquer ce qu'on entend déjà par admin. L'admin, vous voyez ici, j'ai mis is. Ça veut dire quoi? On veut optimiser, regardez bien, cette fonction-là, c'est ça que nous voulons optimiser. On veut optimiser cette fonction-là. Et regardez bien, cette fonction qui dépend de is. Ce n'est rien d'autre que quoi? Ce n'est rien d'autre que la variance du portefeuille. C'est-à-dire que la variance du portefeuille. Et donc, lorsque je prends, on avait déjà vu cette formule, autrement dit, ça caractérise la volatilité. Et donc, n'oubliez pas, on avait dit que l'objectif, c'est de minimiser le risque. Donc, ici, qu'est-ce que nous voulons faire? L'objectif, c'est minimiser le risque. On veut minimiser le risque, mais quelles sont les contraintes sur lesquelles nous voulons minimiser le risque? Contrainte numéro 1, ça, c'est le rendement. Il faut que le rendement soit au moins R. Et deuxième condition, la somme des IS doit donner 1. Donc, nous devons pouvoir chercher le IS qui vérifie ces conditions-là et qui minimise cette fonction. On veut chercher le IS qui minimise cette fonction et qui vérifie ces conditions-là. Et ça, il est appelé Y. Et c'est ça qui est admin. Le admin des IS vérifiant ça là, c'est en réalité, ça, c'est pas forcément un ensemble à un seul élément. Mais avec ce problème-là, nous avons généralement un seul élément. Et donc, l'élément qui minimise la fonction sous cette contrainte-là, c'est ça qui est appelé admin. Donc, le problème d'optimisation, c'est juste un problème de minimisation. Minimiser cette fonction-là sous contrainte, sous cette contrainte-là. Il y a une contrainte d'égalité et il y a une contrainte d'inégalité. Vous allez voir aussi pour des situations, au lieu de mettre supérieur égal à R, on met juste égal à R. Et là, ce serait alors des contraintes juste d'égalité. Voilà. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là directement avec le solver. Voilà. Il y a beaucoup de logiciels qui permettent quand même de le faire, Python, tout ça. Mais je pense que pour la plupart du temps, on va utiliser le solver pour régler le problème. Bon, avant d'aller au théorème des deux fonds, nous allons très rapidement entamer la première fiche d'exercice. On va essayer de revoir rapidement les premières questions. Ça va manipuler le solver et puis avancer. Parce que si nous disons que nous allons traiter l'exercice totalement à la fin du cours, on n'aura pas le temps suffisant pour faire les choses normalement afin de vous permettre de faire face aux évaluations.
Et donc, au fur et à mesure, on va avancer pour nous assurer que les notions théoriques que nous sommes en train de développer là sont bien maîtrisées et seront certainement appuyées par ces applications-là. Alors, s'il y a quelques questions, on peut les prendre rapidement avant d'entamer la première fiche de TD. Très bien, ça veut dire que nous pouvons démarrer. Alors là, je vais ouvrir la première fiche d'exercice. J'espère bien que c'est la première fiche. Pas aussi grave, même si ce n'est pas la première. Alors, je vais ouvrir la première fiche. Séance, est-ce que j'ai mis ça là? Oui, c'est là. Voilà. Donc, je vais ouvrir cette fiche-là. Je ne sais pas si tout le monde a la fiche ou bien. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je veux savoir, est-ce allô? que on fait l'exercice exactement en ligne comme on faisait pour l'autre cours ou bien c'est comment? Non, on va essayer de. Oui, on va faire ça en ligne directement. On va ouvrir Excel et faire les choses, quoi. Ou bien, qu'est-ce que vous proposez? Donc, on aura renseigné les choses. Non, je demande quoi? Je ne sais pas là où il faut aller chercher les choses sur la plateforme. Monsieur Cyril. Oui. C'est différent de la formation que vous avez suivie au niveau du développement financier, l'inclusion financière, d'accord? Ici, puisque ce ne sont pas des questions à choix multiples, d'accord? Ce sont des exercices entiers. On suit le cours, on applique les formules, on trouve des solutions à ces problèmes-là. Et ensuite, maintenant, on ira sur la plateforme. Ça peut aller? Donc, pour le moment, on ne va pas sur la plateforme. On reste d'accord. au niveau des Ok, d'accord. oui. Ok, d'accord. Ok, merci. D'accord, docteur, vous pouvez continuer. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc, ça, c'est la fiche de TD, la fiche d'exercice numéro 1. Alors, donc, ici, on considère un marché avec 3 actifs risqués et un actif sans risque. Bon, si on parle d'actifs sans risque, un exemple d'actifs sans risque, on peut parler de bons de trésor, par exemple. Là, je sais que, bon, je ne risque pas lorsque l'investisseur cherche quand même à aller vers, par exemple, ces genres d'actifs-là. Maintenant, des actifs risqués, les actions et consorts. Donc là, on a un portefeuille qui est constitué de 3 actions risqués et 3 actifs risqués et un actif sans risque. Maintenant, nous avons la moyenne. Ici, lorsque je prends mu est constitué des rendements, les rendements des actifs. Nous avons 3 actifs risqués. Donc, si je prends mu, le premier élément, c'est le rendement de l'actif numéro 1. Le deuxième élément, c'est le rendement de l'actif numéro 2. Le troisième élément, c'est le rendement de l'actif numéro 3. Le rendement de l'actif sans risque, c'est ça qui est ici, qui est 1%. RF, c'est ça le 1%. Alors, V ici, c'est la matrice de variance-covariance. Rappelez-vous, hier, pas hier, mais avant-hier, autant pour moi, on en avait parlé. Lorsque vous prenez 0,88, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la variance du rendement du premier actif. C'est la variance du rendement du premier actif. Je préfère aller d'abord en colonne. 2. Bon, le tout multiplié par 10 c'est moins 3, bien entendu. C'est 8 multiplié par 10 c'est moins 3, qui représente la variance du rendement de l'actif numéro 1. Et si je prends 2 multiplié par 10 c'est moins 3, c'est que la variance de l'actif risqué numéro 2. 8 représente la variance de l'actif risqué numéro 3. Et si je prends moins 2, ce n'est rien d'autre que... bon, je préfère écrire. Parce que là, c'est vraiment important. C'est vraiment les BABA pour pouvoir quand même mieux intégrer ces applications-là. Donc, on va l'écrire. C'est vraiment important. Alors, donc, j'ai la matrice. Je vais déposer le stylo là.
pas mon stylo. C'est grave. Ok, c'est bon, je vais trouver. Alors donc, je prends V. V, c'est que la matrice de variance covariance, donc covariance de RI, RJ. Ici, IJ sont des éléments de 1, 2, 3. Voilà. Et donc, ça, on l'avait vu hier, ça fait quoi? Ça est variance de R1, en colonne variance de R2, variance de R3. Ici, c'est quoi? Covariance de R1, R2. Et là, j'ai la covariance, covariance de R1, R3. Ici, j'ai covariance de quoi? R2, R3. Là, j'ai covariance de R3. En fait, ça fait troisième ligne, deuxième colonne. Là, c'est deuxième ligne, première colonne. Ça fait covariance de R2, R1. Covariance de R3, R1. C'est ça. Bon, c'est pas bien lié, mais c'est comme ça normalement. J'ai tracé pour montrer juste que c'est bien classé normalement comme ça. OK? Donc, on va identifier ces éléments-là. Alors, on va identifier ces éléments-là. Donc, ici, j'ai V qui me donne quoi? Qui me donne, ça fait 8, moins 2, 4, moins 2, 2, 2, c'est moins 2. Et ici, 4, moins 2, 8. Le tout multiplié par 10, ce sont moins 3. Une erreur à ne pas commettre. Lorsque vous faites un scalaire multiplié par une matrice, le scalaire multiplie tous les éléments de la matrice. Donc, ce 10 moins 3 multiplie tous les éléments de la matrice. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avec ça, qu'est-ce que je peux dire déjà? Je peux dire que variance de R1, c'est égal à 8, 10 sous 1, moins 3. Variance de R2, c'est égal à combien? 2, 10 sous 1, moins 3. Variance de R3. R3, c'est le rendement de l'actif numéro 3, de l'actif risqué numéro 3. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait 8, 10 sous 1, moins 3. Et de la même manière, on peut définir les covariances. Covariance de R1, R2 égale. Dans R1, R2, ici, ça fait 1 pour dire première ligne, 2 pour dire deuxième colonne. Donc, ça fait moins 2, 10 sous 1, moins 3. Alors, même si vous ne parlez pas, je vais vous donner l'occasion de réfléchir, disons, 30 secondes. R1, R3. R1, R3. Très bien. Donc, R1, première ligne, troisième colonne. Ça me fait combien? 4, 17 sous 1, moins 3. Ainsi de suite. Donc, voilà déjà la manière avec laquelle nous pouvons interpréter rapidement ces informations qui sont données. Lorsque vous prenez un actif qui est sans risque, on a dit sans risque, donc ça veut dire que la volatilité est nulle. Raison pour laquelle, pour l'actif sans risque, qui est le RF, il n'y a pas de volatilité pour ça. Il y a de volatilité, mais rien n'est dit parce qu'on sait que c'est égal à 0. Plus besoin de repréciser. Voilà. Alors, avant maintenant de continuer, bon, pour la première question, on n'a pas besoin déjà de parler du solver. On va, voilà. Oui, c'est bon. Donc, on peut traiter déjà la première question, la deuxième question. Pour la deuxième question, on va parler du solver avant d'avancer. Donc, déjà, on va aller directement sur la première question. La première question demande de calculer. J'ouvre le... Voilà. Voilà. La première question demande de calculer le rendement moyen du portefeuille composé uniquement d'actifs risqués. Ça veut dire quoi? Nous voulons travailler avec les trois actifs qui sont risqués. L'actif non risqué, en réalité, n'est pas en jeu pour cette question-là. Voilà.
Et donc, comment est-ce que nous allons faire? Bon, on peut s'amuser sur Excel hein, pour voir un peu comment on peut calculer le rendement moyen. Donc, je vais ouvrir Excel. Alors, je vais ouvrir Excel. Très bien. Alors donc, on sait qu'on connaît la formule de la moyenne. La formule de la moyenne, le rendement moyen, nous connaissons ça. OK, donc ce n'est que ça que nous allons appliquer. Alors donc, là, je vais écrire la formule du rendement. Donc, le rendement, c'est égal à quoi? Le rendement R, on a bien dit que ça fait somme des XI, RI. Donc, c'est ça la formule du rendement que nous allons appliquer. Et donc, si je viens sur Excel, qu'est-ce que je fais? J'ai ici les RI. Les RI, c'est ça qui, en réalité, ce sont les RI qui sont positionnés dans le vecteur U. Donc ici, je peux mettre ici rendement des actifs. Des actifs. Bon, en fait, il faut essayer de... C'est-à-dire que si vous voulez traiter cette chose, c'est à vous de voir comment vous pouvez disposer juste les feuilles Excel et faire les opérations nécessaires. Il n'y a pas une forme en réalité recommandée forcément. Bon, là, je veux juste régler les trucs d'alignement là. Je renvoie la ligne, tout ça. Bon, voilà. C'est largement suffisant. OK. Donc, rendement des actifs. Donc là, je vais mettre actif 1. Actif. Bon, c'est bien entendu actif risqué. Risqué numéro 1. Je copie. Et puis voilà. Actif risqué numéro 2. Actif risqué numéro 3. Donc ici, c'est 2. Et là, c'est quoi? Là, c'est 3. Bon, je peux élargir juste un tout petit peu. Voilà. Peut-être encore un peu. Très bien. OK. Donc, alors, si je prends le rendement des actifs, pour le premier, ça me donne 6%. Bon, je vais mettre directement 0,06. 0,06 pour le rendement. L'actif numéro 2 pour le rendement, ça va être 0,02. L'actif numéro 3, son rendement, ça fait 0,04. On vérifie bien s'il n'y a pas d'erreur. En fait, c'est un peu ça qu'il faut vraiment vérifier ici. À moins d'erreur, vous risquez de trouver des résultats qui ne seront pas quand même conformes à ce qui est attendu. Donc, il faut faire vraiment attention dans le renseignement des données, tout ça. Voici qu'à la fin, il n'y aura pas trop d'erreurs. Donc, c'est vraiment bien pour les rendements des actifs. Alors, nous avons notre portefeuille. Nous avons notre portefeuille. Le portefeuille qui est ici choisi, autrement dit, c'est le INS. Bon, je peux quand même aussi dire que là, je suis en train de traiter l'exercice 1, je pense de la semaine 3, ça. De la semaine 3. Alors, donc, voilà, pour préciser un peu les choses.
là, je vais mettre OK. Question. Question numéro 1. Voilà. Alors, donc, ici, le portefeuille dont il s'agit, c'est quoi? Je vous ai dit, le portefeuille, ce n'est que la part des actifs qui, en réalité, entrent en jeu pour, pour former le portefeuille en question. Donc, il s'avère 1 sur 3, 1 sur 3. Donc, je préfère mettre directement égal à 1 divisé par 3. Divisé par 3. Okay. Je vais faire la même chose. Voilà. OK. Et là, maintenant, je vais calculer quoi? Je vais calculer le rendement moyen. Donc, rendement moyen. Alors, pour calculer le rendement moyen, qu'est-ce que je fais? Le rendement moyen, regardez bien la formule de tout à l'heure, ce n'est rien d'autre que la somme des produits. Vous voyez? Je fais ici. Alors, donc ici, je fais ici. Alors, attention. Voilà. Je fais les ici. Et donc, je fais leur somme. Somme I allant de 1 à N. Là, j'ai 3. Donc, j'aurai INS R1 plus INS de R2 plus INS 3. Bon, c'est pas grave. OK, donc ça va être INS R1 plus INS de R2 plus INS 3 R3. Donc, c'est ça que j'applique directement ici. Voilà. Donc, je vais calculer les produits là, respectivement. Donc, ça, c'est égal à quoi? Je fais ça que multiplie. Je sélectionne juste la colonne. Là, j'ai juste sélectionné la colonne. Ça fait B5. Et j'ai mis astérisque pour dire multiplié par la cellule B6 égale. J'appuie Entrée. Bon, je peux juste tirer cette formule-là. Je tire juste la formule, ça me donne ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après maintenant? Après, il faut calculer la somme. Donc, égale à somme. Donc, je fais ça, voilà. Et je ferme la parenthèse. Je fais Entrée. Et donc, voilà, le rendement moyen nous donne 4%. Là, 0,04, ce qui donne 4%. Donc, voilà. Pour le portefeuille constitué d'actifs en réalité risqués, des trois actifs risqués, nous avons le rendement moyen, le rendement du portefeuille constitué des trois actifs risqués, il donne 4%. Alors, la question est maintenant de calculer la question 2. La question 2. Question 2. On me demande de calculer la volatilité du rendement. Alors, nous connaissons la formule de la volatilité. Nous connaissons déjà la formule de la volatilité. On avait vu que la volatilité, c'est égal à quoi? Ce n'est que transfert de INS. Je vais noter ça ici, sigma carré, V, IS. Donc, si on enlève le carré, ça va me faire racine carré. Okay? C'est ça là qui donne toujours la somme sur IJ, des INS I, IJ, sigma IJ. Voilà, le taux racine carré. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous connaissons déjà IS. IS ici, c'est ça qui est 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. V est connu aussi. V, c'est la matrice de variance-covariance. Et donc, nous allons rentrer ces deux-là. Et puis maintenant, c'est ça calculer la formule. C'est ça, en réalité, calculer la volatilité. Donc, allons-y. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de charger la matrice de variance-covariance.
On va chercher la matrice de variance-covariance. Donc ici, je mets matrice de covariance. Okay? Matrice de covariance. Alors pour la matrice de covariance, je peux démarrer à partir de là. Je vais démarrer à partir de là. Donc, j'ai 8 qui multiplie 10 sur moins 3, donc je peux aller directement, ça fait 0, et 10 sur moins 3, ça fait 0,08. Voilà. Après, j'ai moins 0,00002. Là, c'est 10 sur moins 3. Okay. Après, ça me fait 0, ça fait 0,04. Alors ici, ça me donne quoi? Ça me donne moins 0,002. Là, ça me fait 0,002. C'est bien ça, hein? Faisons attention pour ne pas commettre d'erreur. Là, ça fait moins 0,00 aussi 2. Partout là, c'est 2. C'est-à-dire qu'il y a moins au début et moins à la fin. La variance n'est jamais négative. Donc, sur la diagonale, on ne peut jamais avoir un nombre négatif. Ça, c'est des indices pour être rassuré. Oui, c'est un tout petit peu. Alors, ça fait 0,004. Ici, ça fait moins 0,00002. Et là, ça va faire 0,008. Voilà. Donc, voilà la matrice de variance. La matrice de variance-covariance. Et j'ai le vecteur X qui est là aussi déjà. Voilà le vecteur X que je vais manipuler. Donc, voilà le vecteur X que je vais manipuler. Et donc, il n'y a pas de... On va juste appliquer la formule pour pouvoir en réalité retrouver la réponse. Donc ici, je vais mettre volatilité. Bon, je vais calculer d'abord la variance, après je vais prendre la non-variance. Je vais mettre variance du rendement, hein, pour être clair. Rendement du portefeuille. RBG. Rendement du portefeuille. Alors, je vais directement calculer ça ici, donc égal. Alors là, on va faire juste un produit matriciel. Regardez, on a dit transformer de INS fois V fois Is. Donc, on va faire juste ce produit matriciel là. Et donc, je vais dire égal. Donc, ça fait produit matriciel. Donc, c'est ça qu'il faut choisir. Produit matriciel. Alors, en un premier temps, j'ai affaire à tout ça. C'est ça. Je sélectionne. Après, c'est point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je fais après? J'ai besoin de V fois Is. Donc, je vais faire à l'intérieur notre produit matriciel. Donc, je vais faire produit matriciel. Faire du produit matriciel. Et là, il faut que je sélectionne V. Je sélectionne V. Mais je vais faire V avec la transposée. Parce que là, maintenant, il faut que ça renvoie à un vecteur. Un vecteur colonne. Il faut la transposer de quoi? Il faut la transposer de ce vecteur-là. Je ferme. Et je ferme. OK. Alors, maintenant pour exécuter, c'est pas seulement entrer, il faut faire CTRL, CTRL SHIFT, entrer. CTRL SHIFT, entrer. Voilà. Dans la variante, nous donne 0,002. Mais ce n'est pas de la variante que nous avons besoin de la volatilité. Donc, volatilité.
du portefeuille. La volatilité du portefeuille, ça fait quoi? Ça fait racine carrée. Ça fait racine carrée de cette quantité-là. FM égale. Voilà. Donc, la volatilité nous donne 4,47%. Bien entendu, il y a des exigences, hein, il y a des critères qui sont donnés pour enseigner les résultats. J'ai oublié d'en parler. Lorsque vous prenez par exemple le premier, la consigne dit clairement qu'il faut donner le résultat arrondi à 2 décimales. Donc, il faut s'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Mais attention, si le troisième chiffre est soit 5, 6, ainsi de suite jusqu'à 9, il faut faire plus 1 au dernier élément. Donc, c'est les arrondis hein, en essai, au fait. Donc, il faut en tenir compte. Raison pour laquelle, ici maintenant, donc on va dire la réponse ici, ça fait combien? La réponse ici, ça fait, si c'est 2 chiffres après la virgule, ça nous donne directement combien? Normalement, c'est 4 virgules. C'est 4 virgules d'abord, ça fait 4. Voilà, ça fait 4,47. Et après, il y a 2 normalement. Mais on veut 2 chiffres après la virgule. Donc, comme c'est 2 chiffres après la virgule, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le 2. Voilà. Parce que si c'était par exemple 5, on devait avoir 4,48. Voilà. Ainsi de suite. Donc, voilà la réponse pour cette question. Voilà. Donc, je vais prendre le temps pour enregistrer rapidement le. Donc, je vais mettre réseau 1. Je mets le 23. Le 3,08. OK. Alors maintenant, c'est la question numéro 3. La question numéro 3. La question numéro 3 ici demande de calculer le rendement moyen du portefeuille de variance minimale, mais des seuls actifs risqués. On est toujours avec les actifs risqués. Donc, pour le moment, on ne touche pas encore à l'actif non risqué. On est juste avec les 3 actifs. Les 3 actifs risqués. Là, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet déjà de monter le plan d'optimisation et puis de s'amuser un peu aussi sur comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là avec le solver. Et donc, à la première page, il y a les indications qui sont données pour en réalité manipuler le solver. Donc, il faut aller dans Options. Donc, via ça, je rentre dans Fichier. Là, c'est pour pouvoir mettre en œuvre le solver que je suis en train de. J'ai commencé cela. Donc, il faut aller dans Fichier. Après Fichier, bon, il n'y a pas directement Option, mais dans Autre qu'on Option. Et après ça, je clique sur Option. Alors, lorsque je clique sur Option, je vais sur Complément. Voilà. Je vais sur Complément. Une fois dans Complément, je vais trouver Complément Solver. C'est ça ici. Bon, moi, j'ai déjà installé. Donc, vous cliquez juste sur ça, vous faites OK. C'est tout. Si vous faites ça, ça vous permet directement d'avoir le solver et le manipuler. Donc, lorsque vous avez le solver, vous venez juste dans Données et il s'affiche là. Voilà, le solver là. On va manipuler ça tout à l'heure. Mais avant de manipuler, nous allons mettre en place tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la fonction à optimiser et au-delà de la fonction à optimiser, les contraintes. Ça, c'est vraiment important. Les contraintes. Les contraintes. Voilà. Alors, donc, la fonction à optimiser ici, c'est variance minimale. Donc, c'est la fonction, c'est la variance. Donc, c'est la variance que nous voulons optimiser. Donc,
on doit chercher à implémenter la variance. Donc ici, je vais commencer par mettre déjà, avant la fonction, il faut déjà voir le vecteur qui doit accueillir le portefeuille. Parce que là, ça veut dire quoi? Nous devons déterminer le portefeuille qui, en réalité, minimise la variance. Allez, donc, la première des choses, je vais mettre portefeuille. Je vais mettre ici portefeuille. Portefeuille. Bon, on peut l'initialiser. On peut l'initialiser. Je peux conserver juste ce que j'avais en haut. Hein. On initialise. Ce qui est sûr, ça va tourner pour nous donner le portefeuille optimal. Voilà. Donc, je l'initialise. Maintenant, fonction objective. Fonction objective. Alors, ça, c'est vraiment important. La fonction objective, je mets égal. Donc, c'est le même exercice que tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais là? C'est un produit matriciel. La fonction objective, n'oubliez pas que on va toujours, je peux faire, j'irai en arrière pour vous montrer ce qu'on a comme fonction. C'est ça. La fonction, c'est la variance. Non, il n'y a pas la racine carrée maintenant. Donc, c'est cette fonction-là. Voilà. On a déjà le portefeuille qui est X. V, c'est toujours la matrice variance-covariance. Et le I, c'est là. Donc, on fait le même jeu que tout à l'heure pour avoir notre résultat. Alors, donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je mets égal. C'est un produit matriciel. Produit. Donc, produit matriciel. Alors, je choisis d'abord le vecteur. Point virgule. Après avoir choisi le vecteur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais le produit de V. Je fais le produit V. X. Donc, ça fait produit matriciel toujours. Alors, V. Donc, je vais sélectionner V. V, c'est ça ici. Ça, V. Okay. Mais à l'intérieur, je vais maintenant choisir je vais faire transposer. Transposer de quoi? Transposer de vecteur X. Je ferme, et puis je ferme. Il faut bien fermer les choses parce que là, si on ne ferme pas tout, bon, là, il faut juste compter le nombre de parenthèses en réalité qui sont ouvertes et le nombre de parenthèses qui sont fermées. Donc, ça va être 1, 2, 3. Et après aussi, j'ai 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est bon. Pour en réalité valider, ce n'est pas juste entrer qu'il faut faire. Contrôle, Shift, Entrée. Voilà. C'est normal qu'on ait ce résultat parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Mais on va faire tourner tout ça. Hein. Alors, donc la contrainte que nous avons ici, c'est quoi? La contrainte que nous avons ici, c'est que la somme des ici donne 1. Donc, contrainte. Contrainte. Alors, ici, je vais mettre égal, somme. C'est la somme de ces éléments-là. Donc, je fais ça. Je fais. Mais je veux que ça donne combien? Je veux que ça donne 1. Je vais mettre le 1 à côté ici. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout. On n'a pas... Là, c'est quoi? C'est pour déterminer en réalité le portefeuille pour un investisseur qui ne veut pas courir vraiment, qui veut avoir un risque minimal, en fait. C'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. On veut déterminer hein, le risque lié au point A dans le cours de tout à l'heure. Ouais, un peu. Donc, il n'y a pas une contrainte à mettre sur le rendement. On veut juste déterminer le portefeuille à risque minimal. Voilà. Et donc, c'est tout. Alors, maintenant, on va essayer d'optimiser. On va tourner l'algorithme pour pouvoir retrouver. C'est ce qu'on veut. Ce qu'on cherche, c'est ça ici. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. On doit pouvoir déterminer les parts qui nous permettent d'avoir en réalité un risque suffisamment petit. Autrement dit, une variance petite. Voilà. Et donc, on va maintenant aller sur le solver. Donc, je tape dans données solver là, je clique. Et voilà, ceci s'affiche.
Paramètre du solveur. Quelle est la fonction objective? La fonction objective, je vais cliquer sur la flèche qui tire vers le haut là. Je clique. Et puis je choisis. C'est en réalité cette cellule-là. C'est ça la fonction objective. Et puis, j'entre en cliquant sur la flèche. Alors, c'est un problème de maximisation ou bien c'est un problème de minimisation? C'est bien un problème de minimisation parce qu'il s'agit du risque, il s'agit de la variance. Il faut toujours chercher à minimiser la variance. Ça caractérise l'erreur. Et là, c'est le risque. Il faut le minimiser. Alors, les variables maintenant, on veut minimiser suivant quoi? On veut minimiser suivant le portefeuille, suivant les éléments, c'est-à-dire les parts des actifs. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à sélectionner. Pour sélectionner, je clique sur la flèche. Je viens là, et puis qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les variables, portefeuille, et j'entre. Maintenant, je vais charger les contraintes. Ici, nous avons une seule contrainte. Donc, je mets ajouter. Ajouter la contrainte. Là, c'est cette cellule-là que j'applique pour le moment. C'est une contrainte d'égalité ou d'inégalité. Je vais cliquer sur la flèche là. Il s'agit d'une contrainte d'égalité. Et quelle est la contrainte? C'est que je veux que ça donne 1. La somme là doit me donner 1. Je clique sur 1. Je fais OK. Et voilà. Alors, en bas, vous allez voir rendre les variables sans contrainte non négative. Ça veut dire quoi? Ici, si je décoche, je suis en train de dire que les parts là, on avait vu hier dans le cours que dans le portefeuille, les parts là peuvent être en réalité des éléments, des valeurs, peuvent prendre des valeurs négatives. Voilà. Et donc là, nous n'allons pas dire ici que les éléments sont forcément positifs. Il n'y a pas cette contrainte-là. Le test ne nous donne pas cette contrainte-là. Voilà. Et donc, nous n'allons pas cocher, c'est-à-dire rendre les variables sans contrainte non négative. Non, nous ne voulons pas dire que toutes les variables sont positives. Les variables peuvent être positives ou négatives. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je clique directement sur résoudre. Voilà. Et donc, lorsque je prends ça, dit le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les conditions d'optimisation. Conserver la solution du solveur. Si nous ne voulons pas conserver, on peut chercher à retourner. En cliquant, en cochant juste ici, on va retourner encore dans la fenêtre de tout à l'heure pour revoir, peut-être ajouter les contraintes ou bien modifier quelque chose. Mais nous pouvons dire juste OK et voir les résultats. Mais attention, lorsque on a les résultats, vous voyez déjà que les valeurs ont changé. Vous voyez que les valeurs ont changé. Donc, ça donne une valeur qui minimise, mais pour s'assurer, il faut tourner encore un certain nombre de fois. Voici, parce qu'on a initialisé. Pour être sûr que la solution converge, on va tourner 1, 2, 3, 4 pour voir s'il serait constant. Donc, je vais encore tourner. Je clique sur la fonction objective. Je vais encore dans le solver. Vous voyez, je vais encore dans le solver. Tout est en place. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, je veux résoudre encore. Je clique. Et je dis OK. Vous voyez un peu. Donc, ça me donne 0,16, 0,66, 0,16. Je peux faire encore une fois pour m'assurer. Encore une fois, jusqu'à convergence totale. Oui, allô? Oui, allô? Oui, ce faisant là, c'est pour voir si c'est un seul point d'optimum qu'on a. C'est ça, non? C'est pour voir s'il n'y a pas autre solution et qui respecte toujours les mêmes conditions, non? Bon, en fait, c'est un problème qui possède en fait une seule solution. Généralement, les problèmes d'optimisation dont on a affaire ici, c'est des problèmes qui possèdent une seule solution avec les conditions données. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la solution dépend de la condition initiale. Et donc, lorsque vous lancez là, c'est un algorithme et il y a une vitesse de convergence. Vous voyez un peu, il y a une vitesse de convergence derrière. Et donc, lorsque vous lancez l'algorithme une fois, ça peut ne pas toucher la vraie solution avant de s'arrêter. OK. Donc, il faut lancer un certain nombre de fois. Et lorsque vous allez constater que les solutions trouvées sont toujours les mêmes que les précédentes, vous pouvez maintenant vous arrêter. OK. D'accord. Voilà. Parce que s'il arrivait qu'on tombe sur une autre situation, sur une autre solution, on devait vérifier pour voir si est-ce que c'est vraiment
cette solution-là qu'on a la valeur de la fonction qui est la plus basse, quoi. Donc, comme on est en train Non, de si vous faire trouvez, une minimisation ici. oui, si vous tombez sur une autre solution, qu'est-ce que vous faites encore? Il faut encore continuer pour voir si cette solution va se conserver. Oui, c'est En ça. ce moment, on dira que l'algorithme converge. OK. Vous voyez qu'on a démarré avec 0,63, 0,33, 0,33. Bien Et là, sûr, bien sûr, maintenant, bien vous sûr. voyez, voilà, Mhm. on a eu convergence totale. Et donc, regardez OK. bien, la solution correspondante, le portefeuille en réalité conseillé à l'investisseur qui, en réalité, ne veut pas courir trop de risques. Parce que là, il n'y a pas une contrainte sur, en réalité, le rendement. Vous voyez que là, il n'y a pas de contrainte sur le rendement. Donc, ça veut dire que c'est le rendement meilleur minimal. C'est un peu comme le portefeuille A que nous venons de voir tout à l'heure. Et donc, ça, c'est le portefeuille. Ça veut dire quoi? La part donne 1 sur 16. Bon, je crois qu'il vient sur 16. 0,16, 0,17, 0,67, 0,17. Voilà. Donc, voilà la part des actifs. Mais le risque correspondant, le voilà. Pas le risque, mais la variance correspondante. Le voilà. Donc, voilà la variance correspondante. Mais ce qui est demandé, ce n'est pas le risque qui est demandé, c'est plutôt le rendement moyen qui est demandé. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant prendre ce portefeuille. Ça, c'est le portefeuille qui donne le risque minimal. C'est ce portefeuille que nous allons utiliser maintenant pour calculer le rendement. Voilà. Et donc, rendement moyen. Donc, le rendement moyen maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rendement moyen, la formule, on va l'appliquer. Ça fait somme des ICRI. Donc, ici, je vais calculer d'abord les produits. Donc, j'ai besoin de ça. Non, attention. RI, c'est ça ici. Hein. Que multiplie. OK? Que multiplie quoi? La part qu'apporte l'actif numéro 1 dans le portefeuille. Égal. Et je vais tirer. C'est tout. Mais qu'est-ce que je fais à la fin maintenant? Je calcule la somme. La somme. FM. Et voilà. Et donc voilà, le rendement moyen nous donne 3%. C'est tout. Le rendement nous donne 3%. Le rendement. Donc ça veut dire quoi? Avec ces trois actifs-là, un investisseur qui veut investir et qui ne veut pas courir trop de risques et qui quand même veut avoir un rendement minimal dans de bonnes conditions. Si je dis de bonnes conditions, c'est que vous allez voir quand même qu'il existe des portefeuilles, nous sommes d'accord, qui ont un rendement très faible et encore un risque très élevé. C'est seulement le point A qui apporte un risque minimal. Et c'est ça qu'on est en train de chercher ici. Donc voilà. Donc on va conseiller à cet investisseur-là de prendre 0,16 fois l'actif numéro 1, 0,66 fois l'actif numéro 2 et 0,17 fois l'actif numéro 3. Et s'il investit comme ça, il est sûr à la fin de courir moins de risques, c'est-à-dire que c'est le risque le plus bas possible qu'on doit avoir dans un portefeuille constitué de ces trois actifs-là. Le risque le plus bas, c'est la racine carrée de cet élément-là. C'est ça, c'est la racine carrée. On peut calculer le risque. Hein. Mais normalement, il doit y avoir une question qui demande de calculer le risque. Bon, il n'y a pas une question comme ça. Mais on peut calculer à la maison, on peut calculer le risque. Le risque là donne quoi? Le risque, ça fait racine carrée. Racine carrée de quoi? Racine carrée de ça. Voilà. Donc, le risque qui court, c'est de l'ordre de, disons, 2,58%. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait? Je pense que Oui, excusez, comment vous avez calculé le risque là, s'il vous plaît? Oui. Pour le calcul de risque, il faut faire juste la racine carrée de la variance. La fonction objective ici, c'était la variance. La fonction objective est la variance du rendement du portefeuille. Et pour avoir le risque, vous n'avez que la racine carrée de la variance du portefeuille. Si nous connaissons déjà la variance du portefeuille, pour avoir le risque, vous faites juste racine carrée. Les quatre types, quoi. Ok, Oui, les c'est quatre les types. Ok. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander au DG s'il peut peut-être, ils ont conclu la séance et bon, donner les directives. Je ne sais pas si aujourd'hui on a choisi spécifiquement de faire 3 heures, je ne sais pas. Ou bien c'est moi qui me trompe. Non. Alors, docteur, je vois que on a dépassé largement le temps imparti. Il se fait vraiment très tard. Chers participants, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, nous allons mettre un thème à la séance de ce soir. Déjà sur les 7 questions de l'exercice intégrateur numéro 1 ou bien l'exercice de la semaine 3, qu'on a encore appelé exercice de la semaine 3, on vient déjà de corriger 3 questions. Il reste alors 4. Le vendredi, on aura encore une séance d'1h30 pour continuer. Merci et passez une excellente soirée. Okay, merci beaucoup. Monsieur Tafik, est-ce qu'on aura l'enregistrement? L'enregistrement vidéo, ça c'est clair. Vous aurez l'enregistrement vidéo dès demain matin. Tafik, bonne nuit. Merci. Ok, merci beaucoup et puis disons à vendredi. À vendredi, oui.